Combattons ensemble. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On aura beaucoup à discuter aujourd'hui sur l'émission. On va parler de l'importance de l'image de marque avec l'entrepreneur Grace Stéphanie Adou-Ada. On va aussi s'entretenir avec Monsieur John Trent de Dialogue Canada qui viendra nous parler en fait d'une série de conférences assez intéressantes qui concernent en fait comment essayer de comprendre chacune des communautés qui vivent ici dans notre région, donc dans la région Ottawa-Gatineau. On va s'entretenir avec la docteure Lise Bierré qui viendra nous parler d'un nouvel outil intitulé trouvermonmédecin.ca. On va avoir plus de détails tout de suite durant l'émission, donc tout de suite après ces informations que j'ai envie de partager avec vous. Vous savez, on est le 21 novembre et le temps des fêtes approche à grands pas, donc pratiquement dans un mois, on sera dans la période des fêtes, mais à partir du 1er décembre, on sait que c'est la période où est-ce que vous avez envie de donner, où est-ce que tout le monde a envie de donner, tout le monde a envie de soutenir une cause particulière. Et moi, j'ai quelques éléments ou quelques informations à partager avec vous qui vont sûrement vous intéresser. La première, et non la moindre, c'est le déjeuner des flocons de neige, la 17e édition qui va se tenir au centre Pauline Charon le 2 décembre. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est tout simplement parce que TV Rogers sera de la partie en partenariat avec Unique FM. Je vais vous donner plus d'informations sur comment le déroulement ou le partenariat entre Unique FM et TV Rogers va se faire. Même pour l'instant, j'aimerais vous inviter à faire trois choses concernant cette 17e édition. En fait, il y a 3 options qui s'offrent à vous. La première option, c'est de faire un don à Partage Vanier. Cette année 2022, l'objectif de Partage Vanier, c'est d'obtenir 45 000 $ et je sais que c'est possible grâce à votre générosité. Donc, si vous avez envie de faire un don, vous pouvez commencer à faire le don maintenant ou même attendre le 2 décembre pour le faire. Deuxième option que j'ai pour vous, c'est d'acheter une boîte déjeuner. Ça peut être une boîte déjeuner que vous achetez pour vous, pour votre famille ou bien carrément pour toute l'équipe au travail. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire. Et la troisième option, non des moindres, c'est celle de venir carrément nous rejoindre au centre Pauline Charon à partir de 7h du matin, si je ne me trompe pas. À partir de 7h du matin pour pouvoir partager un bon petit déjeuner. Et vous savez que lorsque la francophonie se met ensemble, se retrouve, il y a toujours une bonne atmosphère, il y a toujours une belle énergie. Et c'est ce que nous voulons vous inviter à faire, de venir nous rejoindre à partir de 7h du matin. Et nous, TV Rogers, on sera en direct exclusivement cette journée-là de 8h à 9h. Donc, on n'aura pas d'émission à 11h, mais plutôt de 8h à 9h, on sera en partenariat, comme je l'ai dit, avec Unique FM. Je serai accompagnée par Sylvain Caron et par notre cher Jean-Paul Moreau. Alors, à ne pas oublier, le centre Pauline Charon vous attend ce 2 décembre à partir de 7h du matin pour la 17e édition du déjeuner des flocons de neige. Ça, c'était ma première information. Deuxième information, elle concerne la Maison Marie-Louise, dont la directrice est Ginette Gratton, que vous connaissez sûrement. La Maison Marie-Louise essaie d'aider les personnes vulnérables qui se trouvent dans le coin de Vanier, en particulier les familles vulnérables. Donc, vous imaginez que pour le temps des fêtes, la Maison Marie-Louise a envie de faire quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare le 25 décembre, donc la journée même de la Noël, le 25 décembre. Et si vous avez envie d'avoir plus d'informations, savoir comment vous pouvez aider, qu'est-ce qui va se passer le 25 décembre, c'est de visiter le www.maisonmarielouise.org. Autre chose que j'aimerais mentionner concernant la Maison Marie-Louise, c'est de vous inviter à visiter la boutique chez Marie-Lou. Donc, quand vous allez à la Maison Marie-Louise, la boutique chez Marie-Lou est juste à côté et c'est grâce au fonds que vous donnez à la boutique chez Marie-Lou que la Maison Marie-Louise arrive à faire, à offrir en fait des services, à offrir tout ce que vous pouvez imaginer que la Maison Marie-Louise offre à ces familles vulnérables là. Donc, vous êtes invité à visiter la boutique chez Marie-Lou. Il y a tellement de belles choses et en ce moment même, il y a des décorations de Noël qui sont vraiment à des prix réduits. Donc, quand vous donnez cet argent-là à la boutique, mais ça va aider la Maison Marie-Louise à continuer son œuvre. Donc, le site web www.maisonmarielouise.org.
Dernière information que j'ai pour vous, elle concerne une belle invitation que le musée au parc Vanier et le conseil des écoles catholiques du Centre-Est vous font en fait. C'est une invitation à venir récolter en fait des jouets. C'est la première fois que le musée au parc Vanier fait cette activité-là de récolter des jouets afin de les redonner à des personnes qui en ont besoin. C'est un beau partenariat que le musée au parc Vanier fait avec le conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Ça va se passer le 11 décembre de 15h à 19h. Pour avoir plus d'informations, www.museauparcvanier.ca, et c'est sûr que durant la semaine, je vais continuer de vous donner plus d'informations. Alors, on revient à l'émission d'aujourd'hui et comme je vous ai mentionné, on va parler de l'importance de l'image de marque avec l'entrepreneur Grace Stéphanie Adouda. Je vais aussi m'entretenir avec monsieur John Trent de Dialogue Canada qui vient nous parler d'une belle série de conférences. Et tout de suite après la pause, je vais m'entretenir avec la docteure Lise Bierré qui vient nous parler d'un outil qui s'appelle trouvermonmédecin.ca. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Levi Koloko de la CEPAP. Il nous parlerait de son parcours et de sa perception du Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'entretient maintenant avec la docteure Lise Bierré qui vient nous parler d'un outil intitulé trouverunmédecin.ca. La docteure Lise Bierré est titulaire d'une chaire en médecine familiale et aussi chercheure à l'Institut du savoir Montfort. Docteur Bierré, vous avez plusieurs chapeaux. Vous avez plusieurs chapeaux, mais c'est juste la chaire de médecine familiale qu'on veut mettre en avant un peu aujourd'hui. Et avant de parler de cet outil-là, trouverunmédecin.ca, j'ai envie qu'on parle, vous et moi, de l'importance de la langue dans l'offre de services dans le milieu hospitalier. Oui, certainement. Alors, l'importance de la langue, on peut penser intuitivement, oui, évidemment que c'est important qu'on parle la même langue que le médecin, mais en fait, tout dernièrement, il y a une étude qui est sortie, justement, qui a été faite ici à Ottawa par un collègue, le Dr. Thanasi Boutro et son équipe, avec qui on travaille étroitement, et ils ont démontré qu'en milieu hospitalier, la concordance de la langue entre le patient et le médecin, particulièrement pour des personnes plus frêles, plus vulnérables, est extrêmement important. Puis ils ont été capables de démontrer que c'était même associé avec des différences au niveau des réadmissions après le congé de l'hôpital ou même avec la mortalité. Alors ça, c'est quand même une étude là, qui était très là, puissante au niveau du résultat, qui démontre aussi en accord avec d'autres études dans d'autres domaines que la concordance de la langue, c'est important. Les patients ont besoin d'être bien compris pour qu'ils puissent communiquer leurs besoins et également comprendre là, ce que le médecin dit. Évidemment, on peut utiliser des interprètes, mais idéalement, on aimerait tous avoir un médecin qui parle notre langue de préférence.
Définitivement. Et puis, je me demande, votre collègue, le docteur, je veux bien dire son nom, le docteur Peter Tanus Putro, est-ce qu'il a été poussé à faire cette analyse-là à cause de ce qu'on a vécu durant la COVID? Disons que c'était certainement inspiré par ça et on est en train de faire d'autres études qui regardent l'impact de la concordance linguistique sur d'autres issues pour les patients, par exemple les médicaments qu'ils reçoivent, etc. Et on met l'emphase, oui, particulièrement sur les patients vulnérables, entre autres parce que chez les patients dans des institutions de soins de longue durée ou qui reçoivent des soins à domicile, on a accès à la langue comme variable linguistique. Et c'est pas le cas pour pour la population en général. On connaît pas, si on utilise les bases de données populationnelles, on ne connaît pas la langue de préférence des gens. Mais pour ces populations particulièrement vulnérables et qui reçoivent plus de services, on le connaît, donc on est capable de faire ce genre d'études-là, dans lesquelles mon équipe et moi, on est également impliqués. Et à partir de ces travaux-là, on a eu l'idée, entre autres, de créer cet outil, donc de trouver un médecin.ca, qui est essentiellement une carte qui permet pour la région d'Ottawa et le comté de Renfrew de localiser les médecins de famille qui pratiquent dans la communauté. Alors donc qui offrent des services aux gens qui habitent dans la communauté, comme vous et moi. Et puis donc ça permet de localiser les médecins sur une carte. Donc on peut chercher dans son quartier, dans son secteur de la ville et voir où se trouvent les cabinets de médecins. Et ensuite, on peut avoir accès si on pointe notre souris là, sur un cabinet en particulier, ça va nous montrer l'information, le nom du médecin, les langues que le médecin parle et également l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Donc, le contact. Ce qu'il y a de particulier avec notre carte, deux choses que je voudrais souligner. Premièrement, il n'y a aucun besoin de s'inscrire. On n'a pas besoin de créer de compte. C'est très simple. On inscrit simplement dans notre furteur trouver un médecin.ca et le trouver, c'est avec un Z, là, EZ. En anglais, c'est DocMapper, DocMapper. Et on arrive tout de suite sur la carte. Quand on est sur la carte, on peut choisir Ottawa ou comté de Renfrew. On peut également changer de langue, même peu importe par quelle des deux adresses on arrive, c'est le même portail. On peut changer de français à anglais ou vice-versa. Et à droite, on a un filtre. Et on peut choisir dans ce filtre une de plus que 50 langues qui sont parlées par des médecins de famille en pratique communautaire ici à Ottawa. Donc, on peut cliquer sur la langue de notre choix. Et à ce moment-là, la carte va filtrer et va montrer seulement les médecins qui parlent cette langue-là. Oui. Alors, ça peut être utile. Et c'est non seulement, évidemment, anglais et français, mais également, comme j'ai dit, une multitude d'autres langues qui sont parlées par les médecins qui sont ici à Ottawa. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez fait là? Moi, je suis sur le site web en ce moment et c'est sûr que hier, j'ai essayé de voir si ça fonctionnait. J'ai essayé de trouver un médecin et franchement, ça fonctionne. J'étais très surprise de voir une langue de l'Afrique de l'Ouest, le Yoruba, qui vient du Nigeria. Donc, c'est vraiment, je vais dire, c'est un cumul de plusieurs langues. Je vois le Swahili ici, qui viennent tous de l'Afrique. Et il y a des langues même que je ne connais vraiment pas, mais on se rend compte à quel point notre population ici, dans la région, est multiculturelle. Oui, absolument. Et également les médecins. Oui. Et puis, ce qui est important de souligner, évidemment, alors je suis contente que vous ayez consulté le site, et j'encouragerais les gens à le faire. Et en ce moment, on vient de lancer un sondage. Donc, quand vous arrivez sur le site, il y a un sondage. C'est très, très court. Ça prend 2 minutes de votre temps, vraiment. Et on demande la rétroaction des gens. Il y a quelques questions. Puis ensuite, on demande la rétroaction des gens sur la carte. Si vous avez des suggestions pour l'amélioration, etc. Donc, et ça, on va tenir compte de ça, donc de l'opinion et des suggestions des utilisateurs avant de procéder à élargir, si on veut, le domaine qui est couvert par les cartes. Parce qu'on a beaucoup de demandes
demande pour faire ça pour le reste de l'Ontario, ailleurs au Canada, etc. Mais on veut s'assurer qu'on a un outil qui répond vraiment aux besoins des gens. Je dois dire, le gros bémol dans tout ça, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir de données pour savoir quels médecins prennent actuellement des nouveaux patients. De toute façon, on le sait par d'autres canaux et par nos collègues qu'il y en a très peu qui ont la capacité de prendre des nouveaux patients en ce moment. Mais ça peut quand même permettre aux gens d'identifier plus facilement les cliniques qui se retrouvent dans leur secteur de la ville et d'appeler et peut-être de se mettre sur une liste d'attente où, à l'occasion, il y en aura évidemment qui prendront quelques patients à la fois. Mais au moins, on peut plus facilement localiser les cliniques. Puis c'était ça le but premier, c'était de faciliter la recherche. Exactement. Et évidemment aussi la recherche par la langue. Alors, s'il y a des besoins particuliers pour la langue, mais à ce moment-là, on peut... ça nous permet là, de chercher de façon ciblée pour toute la ville d'Ottawa ou le comté de Renfrew, dépendant d'où on se trouve. C'est bien. Alors, Dr. Bierret, je vais vous garder avec moi parce que j'ai une autre série de questions à vous poser par rapport à l'outil, mais on va le faire après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens toujours avec la docteure Lise Bierret qui est chercheure à l'Institut du savoir Montfort et vient nous parler d'un outil trouverunmédecin.ca, un outil qui permet à toute la population de trouver un médecin dans sa langue et puis proche de chez nous. Là, ça fait deux valeurs qui étaient super importantes pour vous pour ce projet-là. Et docteur Bierret, si on met l'accent sur la langue, j'aimerais qu'on puisse sensibiliser en fait les gens qui nous regardent sur le fait que parler dans sa langue avec son médecin, ça peut vraiment, je vais dire, accentuer le processus de guérison. Ben, ça peut certainement, je pense, faciliter les bonnes décisions dans tout ce processus-là de diagnostic et de traitement. Alors, je pense que ça touche à tous les aspects des interactions que les gens peuvent avoir avec leur médecin, avec leur équipe traitante également. Oui, c'est très important. C'est très important. J'ai lu quelque part dans vos recherches, là, je lisais plusieurs articles qui avaient rapport à ça, et puis j'ai lu une phrase qui m'a vraiment touchée, c'était « Se faire soigner en français n'est pas un caprice, mais c'est plutôt une question de sécurité ». Ça revient à ce que vous venez de dire tantôt, parce que quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer dans sa langue maternelle avec son médecin, c'est sûr qu'il ne va pas souvent comprendre, par exemple, pourquoi le médecin lui demande de prendre un tel médicament en lieu et place d'un autre. Il va juste comme faire ce que le médecin dit. Oui, tout à fait. Alors, et je pense que ça va dans les deux sens. Oui. C'est important aussi
que le médecin comprenne bien quelles sont les préoccupations du patient, quels sont les symptômes. Et quand il y a des barrières linguistiques, ça devient c'est plus difficile, c'est moins riche que ce qu'on a dans le dialogue avec le patient. Moi, j'ai des patients, je suis moi-même médecin de famille, puis j'ai des patients qui parlent pas ni l'anglais ni le français. Et alors souvent, ça va être la famille qui traduit. Des fois, on utilise des interprètes. Et quand on a un interprète, surtout que l'interprète est souvent au téléphone, donc c'est une personne qui est pas présente dans la pièce, mais qui écoute et qui traduit tout ce que le patient dit. Tout d'un coup, on dirait qu'on a presque une autre personne devant nous. On a une personne qui est éloquente, qui est intelligente, qui est capable de donner beaucoup plus de détails. Alors, on comprend beaucoup mieux leur situation. Alors, ça, par contre, l'idéal, ça serait de parler la même langue. Mais c'est pas toujours possible. Mais notre outil veut aider, du moins d'une petite façon. Là, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais ça se veut là, une aide à essayer d'améliorer puis d'augmenter ce qu'on appelle la concordance linguistique. Donc, le fait que le patient et le médecin sont capables de s'exprimer, sont confortables dans la même langue. Moi, je pense que vous parlez d'une goutte d'eau dans la mer, là, mais c'est quand même beaucoup, surtout dans le domaine hospitalier. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez parlé des personnes vulnérables. Une personne qui est en situation de crise, là, qui débarque, par exemple, aux urgences et tout, mais la personne sera instinctivement poussée à parler dans sa langue maternelle, pas en anglais. Et donc, quand la personne en face, que ce soit l'infirmière ou même le médecin, lui parle en anglais ou bien dans une langue qu'elle ne comprend pas, et même si elle est, on va dire, bilingue. Non, elle sera plus à l'aise à parler dans sa langue. Donc, on parle du français dans le cas de figure. Là, ça serait ça de parler en français et ça peut créer ce sentiment d'insécurité. Je le dis parce que je l'ai déjà vécu avec mes neveux. Je suis allée à l'hôpital et puis, la personne ne parlait pas français, elle parlait juste anglais. Et c'était difficile, en fait, d'exprimer nos peurs et tout ça. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut souligner que... à l'urgence, c'est clair, c'est des situations souvent très stressantes. C'est une situation de crise. Par contre, je pense que le médecin de famille et la relation avec le médecin de famille et l'équipe traitante, parce qu'idéalement, les soins primaires sont prodigués en équipe, c'est une relation longitudinale. Donc, c'est une relation qui dure souvent des décennies et même plusieurs générations. Donc, cette relation-là, elle est très importante et c'est le médecin de famille et son équipe qui sont, si on veut, le noyau des soins pour le patient et qui vont les diriger vers différents services aux besoins. Mais on revient toujours à la base et on sait que les pays qui ont des systèmes de santé, de soins primaires, donc de médecine familiale et de soins connexes primaires de haute qualité et auxquels les gens ont accès, ont des populations plus en santé. Donc, c'est très important l'accès et aussi la qualité des soins primaires. Et donc, un des aspects de la qualité, c'est la concordance linguistique. C'est le fait de pouvoir parler idéalement dans sa langue de préférence ou du moins dans une langue dans laquelle on est confortable pour s'exprimer, pour qu'il y ait une bonne communication entre le patient, la patiente et le médecin puis l'équipe traitante pour pouvoir vraiment optimiser les soins puis bien comprendre la situation des patients. Alors, Dr. Biré, c'est quoi la suite avec cet outil-là? Parce que je sais que vous avez des choses encore à accomplir avec ça, mais il manque encore un peu de financement.
comme dans tous les domaines, hein, ça prend des fonds pour payer le personnel, l'expertise, etc., qui est derrière ça, parce qu'il y a quand même énormément de travail qui est caché, si on veut, derrière un outil qui peut sembler très simple. On a soumis la semaine dernière une demande de financement pour pouvoir élargir la carte à d'autres secteurs de l'Ontario, en particulier des secteurs où il y a une haute prépondérance là, de francophones. Idéalement, on voudrait que cette carte-là soit disponible à la grandeur non seulement de la province d'Ontario, mais tout le pays, pour tout le Canada. Ça devrait être quelque chose auquel les gens devraient avoir accès partout. Évidemment, ça, c'est pas pour demain, mais c'est une visée qu'on a. L'autre rêve qu'on aurait, ça serait de pouvoir lier ça avec de l'information en temps réel, à savoir quels cabinets de médecins ont de la capacité pour accepter des nouveaux patients. Et je pense que dans cette optique-là, c'est important de souligner que le Canada fait piètre figure, en fait, de nombre de médecins par habitant. Alors, si on regarde les pays de l'OCDE, qui regroupent la plupart des pays européens, le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Japon, et le Canada n'est pas en tête de file, il est en queue de file. Alors, on a environ, en 2020, on avait 2,7 médecins par 1000 habitants. Et ceux qui sont en tête de file, c'est l'Autriche et la Norvège. Ils ont au-dessus de 5 médecins par 1000 habitants. Donc, ils ont presque 2 fois le nombre de médecins par 1000 habitants que le Canada. Et les seuls pays, tous les pays européens en ont plus que le Canada. Les seuls pays qui sont moins, où il y a moins de médecins par habitant, c'est les États-Unis, le Mexique et le Japon. Alors, je pense que c'est important aussi là, qu'on regarde du côté simplement du nombre de médecins, parce qu'à un moment donné, quand les pratiques sont pleines, on arrive à un point où on ne peut simplement pas prendre un patient de plus, parce que si on prend plus de patients, on va réduire l'accès pour les patients qui sont déjà dans la pratique. Alors, on est dans une situation difficile. Écoutez, je vous souhaite bonne chance. Je croise les doigts pour que la demande de financement puisse être approuvée, pour que vous puissiez continuer avec votre équipe cette belle outil-là. Je vais inviter les gens à aller au www.trouverunmédecin.ca et à remplir le sondage, parce que ça va aider le docteur Lise Viré et son équipe à continuer de performer avec cet outil-là. Je vous souhaite bonne journée et surtout bonne chance. Merci beaucoup, Claude Andrea. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, le www.trouverunmédecin.ca, c'est l'outil lancé par la docteure Lise Viré et son équipe pour vous aider à trouver un médecin de famille qui parle dans votre langue. Donc, c'est le site web à visiter. Et comme je l'ai mentionné tantôt, n'oubliez pas surtout de répondre au sondage. www.trouverunmédecin.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec l'un des fondateurs de Dialogue Canada, M. John Trent. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes
Des plats, des techniques provenant du monde entier, c'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De TV Rogers, on parle avec l'un des fondateurs de Dialogue Canada. Vous savez que Dialogue Canada passe très souvent sur l'émission pour nous rappeler un peu leur mission et leur vision. Et puis, j'ai envie qu'on le fasse encore une fois, M. Trent, de rappeler aux gens, c'est quoi Dialogue Canada? C'est une organisation qui a été créée il y a à peu près 30 ans, fondée, c'est pas très grand, mais c'était créé pour promouvoir les bonnes relations entre les différents groupes culturels. Et c'était surtout anglophone, francophone. Mais maintenant, et c'est ça le sujet de notre discussion aujourd'hui, on a découvert qu'il y a quelques changements dans le pays. Et puis, comme j'en parlais avec la docteure Lise Bierré, on se rend compte que notre population dans la région est vraiment multiculturelle. Il y a des gens qui parlent... il y a plus de 50 langues qui sont parlées dans notre région. Et je pense que c'est ça l'objectif de vos conférences, parce que vous voulez lancer une série de conférences pour pouvoir rejoindre toutes ces petites communautés-là. Tout à fait. Mais c'est un sujet plus précis. OK. Dans la situation actuelle, vous savez que vous avez mentionné le monde multiculturel et les Canadiens sont toujours fiers qu'on est plus ou moins paisible. Mais le problème, c'est que ce pays qui était blanc n'est plus et qui était multiculturel et des bons rapports n'est plus. C'est ça le problème qu'on a découvert et que la question de faire dialogue doit s'agrandir. C'est ça. Alors, par exemple, maintenant, l'année passée, 2020. 2020, oui. Statistique Canada a trouvé qu'il y avait 2600 cas de haine crimes de haine à travers le pays, c'est-à-dire une augmentation de 37%. Alors, ça touche tout le monde. Les aborigènes, 10% de plus. Les Noirs, ils ont 4 sur 10 frappent un mur de haine chaque semaine. Wow. Et après ça, 2600 cas de haine anti-juif. Et 1000 Asiatiques qui ont été frappés par le racisme pendant le COVID. Ici au Canada. Oui, wow. C'est ça. Alors, on était absolument étonnés. Alors, la question maintenant, c'est quoi en faire et qu'est-ce que nous pouvons faire? Et on a un projet de 3 parties. La première partie, c'est la recherche. OK. C'est-à-dire, et si on a cette augmentation de haine, quelles en sont les causes? Hein? Bonne question. Et c'est vraiment, on peut dire, c'est du Trumpisme, des choses comme ça, mais c'est plus profond que ça. Et puis, il y a aussi la question, pourquoi est-il... les gens, 50% des gens maintenant disent qu'ils sont plus peureux qu'ils étaient auparavant. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Après ça, bien entendu, excusez-moi, il y a la question de qui? Il y a des gens qui promouvoient la haine. Qui et pourquoi? D'où vient cette haine? Cette haine, oui. Et qu'est-ce qu'on en connaît? Alors, ça, c'est la première chose. On veut faire la recherche là-dessus. On veut savoir qu'est-ce qu'on sait, parce que on sait que les gens sont au courant. Le gouvernement, cette année, ils ont dédié 80 millions de dollars à des programmes pour contrer la haine. Mais donc, la première question, comment, pourquoi, qui? Et ensuite, il y a la question
savoir qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Et là, on va essayer de rejoindre des organisations qui représentent tous les différents groupes raciaux et culturels et demander s'ils veulent se joindre à nous pour faire, la troisième partie, une série de conversations à travers le pays. On utilise le mot conversation parce qu'on ne veut pas des débats. C'est juste des échanges constructifs. Exact. Vous avez essayé de dire ça mieux que moi. OK, c'est ça, parce que si les gens se mettent à la même table, par exemple, la communauté asiatique se met avec la communauté canadienne ou bien avec la communauté autochtone, on pourra comprendre exactement, comme on vous l'avait dit, pourquoi, comment, et puis qu'est-ce qui crée ça aussi. Puis ça permet de trouver des bonnes solutions ensemble. C'est ça. C'est exactement ce que nous allons chercher à faire. Alors, c'est un projet à longue haleine. Et on est juste... c'est un avant-propos aujourd'hui. On est en train de discuter parmi nous comment on peut faire ça. OK. Alors là, maintenant, si c'est lancé, si éventuellement ce projet-là doit être lancé, ça va être à quelle période? Est-ce que ça sera en 2023 ou bien on va attendre encore jusqu'à... Non, on va essayer pour 2023. 2023, OK, parfait. Alors, pour les personnes qui ont envie de travailler avec vous, par exemple, la communauté asiatique qui se trouve ici à Ottawa, ou bien la communauté noire qui se trouve ici à Ottawa, comment on fait pour vous rejoindre? Le jour, je pense que la meilleure chose, c'est avec le web. Avec le web, avec le site web. Et puis un autre site web, dialoguecanada.ca. OK, parfait. Donc moi, ce que je vais faire, je vais inviter les gens à visiter votre site web au fur et à mesure pour déposer une demande pour que vous puissiez constituer ce groupe de discussion-là. Merci beaucoup, M. Tran, pour ce que vous faites. Et puis, on espère vous reparler quand tout sera beau et puis que ça sera lancé. Merci, Claude Annandé. Avec plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, www.dialoguecanada.org, c'est le site web de Dialogue Canada. Mais aussi, si vous avez envie d'avoir, je vais dire, plus d'informations et puis une réponse rapide, vous pouvez visiter leur Facebook, Dialogue Canada. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de l'image de marque avec Grace Stéphanie Adou-Ada. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Avant la pause, on va parler de l'image de marque. Je devrais dire de l'importance de l'image de marque. Et avec moi, l'entrepreneur Grace Stéphanie Adou-Ada, je l'ai bien dit cette fois, je l'ai eu, qui est la fondatrice de CEO on Purpose, mais on va en parler un peu plus tard. On va essayer de comprendre comment tu t'es lancée en entrepreneuriat et on va aller jusqu'à tes années universitaires. Je pense que tu as étudié en gestion internationale et entrepreneuriat à l'UOttawa et puis après ça,
t'es allé en Thaïlande. Bon, je veux juste comprendre d'Ottawa, tu pars en Thaïlande. Oui, comment ça s'est passé, ça? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et en particulier, on le sait, le COVID. Et quand le COVID est arrivé, en fait, j'étais encore en Thaïlande. Et il se trouvait que, et c'est après que je m'en suis rendu compte, en réalité, tous les cours que j'avais pris avaient une concentration par rapport au marketing et à la psychologie du consommateur. Donc, je me suis vraiment pris de passion pour ces cours-là. Et l'école a fermé beaucoup plus tôt, je pense, parce que ça a commencé en Asie. Donc, on ne pouvait plus aller à l'école. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cours en ligne pour approfondir la matière. Et je suis vraiment tombée en amour avec tout ce qui concernait le digital. En ayant creusé un petit peu plus, en rentrant, j'ai continué à prendre des cours. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est vraiment le moment pour que tu capitalises là-dessus. Je me suis dit, en rentrant au Canada, que j'allais absolument trouver un travail dans tout ce qui allait être le marketing. Ça allait me prouver aussi que j'étais capable, en fait, de faire ce changement-là. Et est-ce que tu as trouvé? Oui, directement. En fait, je suis rentrée en fin mars, début avril. 2020. Oui, 2020, exactement. Et en juin, juillet, j'avais déjà trouvé mon emploi. C'était en ligne? C'était hybride. C'était hybride, ok. C'était hybride à ce moment-là et j'ai eu mon premier travail en tant qu'agente de communication et marketing. Félicitations. Il y a quelque chose que j'ai envie de comprendre. Tu as parlé de ça, la psychologie du consommateur. C'est quoi la psychologie du consommateur pour les gens qui n'ont pas fait les cours que toi tu as fait? Tu es une experte. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? En fait, il faut toujours retourner à l'humain. Moi, j'aime bien parler, j'aime bien dire qu'on aime beaucoup parler de trouver des stratégies, les réseaux sociaux, trouver comment attirer ses consommateurs. Tout ça, c'est bien, mais au final, on est tous des êtres humains. Et pour comprendre le consommateur, il faut comprendre l'être humain. Et c'est vraiment moi ça qui me passionne, c'est de comprendre comment est-ce que l'être humain fonctionne pour ensuite pouvoir trouver comment mieux le servir, comment mieux comprendre ses besoins. Donc, c'est ça que je dirais, c'est ça la psychologie du consommateur. En réalité, c'est vraiment aller chercher qu'est-ce qui motive le consommateur, qu'est-ce qui le pousse à agir d'une certaine manière et en fonction de ça, pouvoir adapter notre produit, notre service, etc. OK. Toi, tu es venu à Ottawa pour étudier. Oui. Ensuite, tu pars en Thaïlande, tu as un changement de mentalité, de te dire, OK, il faut que je me lance dans le digital, ça c'est bien beau, mais après, tu as décidé de te lancer en entrepreneuriat. Oui. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'était pas parce que tes parents étaient comme des entrepreneurs que tu as eu la piqûre ou c'est vraiment parti de toi-même? Pas d'influence par rapport à eux? Je suis pas mal certaine que c'est un mélange des deux. Okay. J'ai grandi avec un papa entrepreneur, ma mère aussi. Mon père était opticien. Okay. Il avait son propre cabinet et ma mère travaillait plus dans la décoration d'intérieur et des mariages. Donc, c'est sûr que j'ai baigné dans l'entrepreneuriat depuis l'enfance. Okay. Mais arrivé au Canada, et il faut savoir que pendant mes études, j'ai également fait de la coiffure pour payer mes études. J'ai également essayé de me lancer dans tout ce qui était manicure, etc. J'ai toujours, en fait, essayer d'apprendre et d'implémenter ce que j'apprenais. Donc, en réalité, dès que je suis rentrée au Canada, ce que j'ai pas mentionné, c'est que j'ai également essayé de trouver des personnes que je pouvais aider au niveau du marketing pour faire des petites affiches, des cartes de visite, etc., en commençant. Donc, en fait, j'ai commencé comme ça de manière assez insolite. Mon objectif n'était pas de lancer une entreprise, mais en fonction de ça, après avoir proposé mes services, j'ai commencé à avoir de la demande. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, OK, ça a quand même pris 1 an pour vraiment avoir confiance en moi, le syndrome de l'imposteur et tout. Mais je me suis dit, OK, il y a quand même la demande qui est là. Okay. Tu as une certaine expertise. Je pense que tu es quand même légitime pour lancer ton entreprise. C'est là que je vais venir parce que tu m'as devancé quand tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Tu es assez jeune. Oui. J'ai beaucoup de respect pour toi. J'ai vu des articles sur toi. J'ai vu ton parcours. Merci. Je me suis dit, à ton âge, comment tu passes outre le syndrome de l'imposteur? Comment tu as réussi à faire ça? Parce qu'il y a beaucoup, on va dire surtout des personnes qui sont issues de l'immigration, qui ont de très beaux projets, mais à cause de ce syndrome de l'imposteur-là, ils n'arrivent pas à passer le cap et puis, je veux dire qu'ils meurent avec ces projets-là au-dedans d'eux. Effectivement. Et c'est bien que tu en parles parce que c'est une des missions de mon entreprise en réalité. Je pense qu'il y a 2 choses dans le syndrome de l'imposteur. Il y a non seulement la confiance qu'on a en nous-mêmes et nos projets et le fait de se dire qu'on est capable. Donc moi, j'ai pu surmonter cela quand je me suis rendu compte qu'en réalité, j'arrivais à apporter des résultats aux gens.
Okay. C'est-à-dire que tu fais la chose, tu poses l'acte, et là, tu te rends compte qu'il y a effectivement des répercussions. Donc, que ça plaît aux gens, que ça fonctionne, ce que tu fais, et que les gens sont prêts à payer pour ce que toi, tu trouves ridicule, si je peux me permettre, ou vraiment basique. Toi, tu trouves que ce que tu fais n'a pas de valeur, mais les autres sont prêts à y accorder une valeur. Alors, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai pu un peu... Sortir la tête de l'eau pour te dire c'est possible. Exactement. Mais même à là, c'est toujours un combat au quotidien, dans chacun des projets que je fais. Mais c'est comme ça, dans un premier temps, que j'ai pu vraiment m'en débarrasser et me lancer. Mais également avec le soutien de mes proches et la clarté que j'ai pu apporter et quand j'ai trouvé ma mission. Je pense que la plupart des gens n'accomplissent pas ce qu'ils veulent faire, ne lancent pas leur entreprise parce que le projet n'est pas clair. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir aussi sur ton site web. Je pense que c'est quelque chose qui vient te chercher, le fait que les gens manquent de clarté. Oui, en fait, vraiment, je me suis rendu compte que les gens ont des projets, ok, ils se disent, ok, je vais me lancer en entreprise aujourd'hui, j'ai telle chose que je sais faire. Mais ensuite de ça, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Comment est-ce que je vais aller chercher ces clients-là, ces personnes-là que j'ai envie d'aider? Et ensuite, quand on sait, tout le monde qui se lance en entrepreneuriat le sait, tu es juste en train de trouver c'est quoi la prochaine étape que je dois prendre. Et quand cette prochaine étape-là, elle n'est pas claire, ben, tu sabotes. Tu te sabotes, tu t'auto-sabotes, je suis d'accord avec toi. Exactement. C'est ce qui se passe à chaque fois. Toutes les personnes, même j'ai des amis autour de moi qui ont des projets super, mais qui ne se lancent pas parce que ils ne savent pas c'est quoi le prochain step. Il n'y a pas de clarté. Ça me ramène à ce dans quoi tu es experte, hein, l'image de marque. Oui. Combien de fois c'est important et j'ai vraiment envie qu'on parle de cette importance-là. Pourquoi? Parce qu'avec la pandémie, oui, on sait que les médias sociaux, ça existait avant, mais avec la pandémie, je pense que ce besoin-là de montrer combien de fois on a un bon branding, on va le dire comme ça, qu'on a un bon branding, que ce soit pour la personne publique, ou bien branding. Ou bien l'entreprise. Combien de fois c'est important? Et puis, je pense que les gens banalisent ça souvent. Moi, j'aime beaucoup parler, et c'est un gros sujet, du branding avant le marketing. Parce que le branding, pour moi, c'est le comment. Mais comme le marketing, pour moi, c'est le comment, mais le branding, c'est le quoi. C'est qu'est-ce que tu veux véhiculer? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi? C'est quoi ton positionnement? Qu'est-ce que tu cherches à servir? Parce qu'en réalité, se poser la question de ton image de marque, c'est se demander qu'est-ce que je veux apporter aux gens? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi? C'est pour ça que pour moi, c'est la base de tout projet. C'est directement relié en fait à sa mission, à sa vision. Et pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas toujours le terme du branding? C'est parce que le projet n'est pas clair. Si le projet n'est pas clair, tu n'as pas un positionnement clair dans le marché et c'est vraiment difficile de projeter cette image-là que tu veux donner aux gens. C'est pas à leur avantage, c'est sûr, mais je pense que vu le fait qu'avec les médias sociaux, il faut vraiment que tu sois présent. Donc, les gens, ils réfléchissent pas, ils se jettent à l'eau. Bon, on va figurer au fur et à mesure. Mais non. Je pense que quelqu'un qui veut être dans la durée, qui veut rester là dans la durée, il a besoin de ce que tu appelles l'image de marque. Et quand toi, tu penses, c'est quoi les éléments que toi, tu identifierais comme des bons éléments pour bâtir une image de marque? Pour bâtir une image de marque, déjà, il faut avoir une mission claire. Déjà, ça commence. La clarté revient. Mission claire, oui. Il faut savoir pourquoi, qu'est-ce que tu vas apporter aux gens. Okay. C'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, essaye de trouver 2 ou 3 mots-clés qui vont en réalité être les valeurs de ta marque et qui vont être vraiment, je dirais, le point central de tout ce que tu vas faire. Donc, par exemple, moi, je peux me dire, tout ce que je vais faire, je vais le faire avec authenticité. Je vais être une personne amicale et je vais être une personne qui donne beaucoup. Donc, je vais être une personne généreuse. Donc, dans tout ce que je vais faire, ces trois valeurs-là vont revenir à chaque fois. Et ensuite, il faut trouver c'est qui ces personnes-là qui vont le plus bénéficier de ce que j'ai à apporter. Donc, par exemple, moi, je veux faire les ongles. Mais est-ce que je veux faire les ongles pour... puisque j'ai été étudiante, je sais que c'est un petit plaisir qu'on peut se permettre en tant qu'étudiante, mais malheureusement, des fois, le budget ne le permet pas. Donc, moi, en réalité, je vais servir les étudiantes, ces étudiantes-là qui ont envie de se sentir bien dans leur peau pendant leurs études. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir créer du contenu, tu vas pouvoir mettre en place des stratégies si tu sais qui tu sers. Mais si tu veux servir tout le monde, c'est là que ça devient encore plus compliqué, en fait. Comment tu arrives à te
je ne vais pas dire te faire connaître, mais à te faire comprendre plutôt. Parce que pour se faire connaître, si tu as un site web, si tu as des médias sociaux, ben, tu te fais connaître, mais à te faire comprendre. Parce que ce que tu dis, ça a tellement de sens, vu que les personnes aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, là, ben, si j'ai mon TikTok ou que j'ai mon Instagram, je commence à faire un live, je commence à donner des conseils. Bon, telle personne va t'appeler coach ou je ne sais plus quoi. Et puis du coup, tu portes le chapeau, mais tu ne sais vraiment pas où tu t'en vas, en vrai dire. Comment est-ce que j'arrive à me faire comprendre? C'est une très bonne question. Je pense que je suis, en tout cas jusqu'à maintenant, les clients que j'ai eus à accompagner sont des personnes qui peut-être embrassent la mission et puis les valeurs de ton entreprise. Exactement. Donc, ce sont des personnes qui me connaissent ou qui ont entendu parler de moi, donc par référence. Donc, quelqu'un avec qui j'ai travaillé leur a parlé de moi. Donc, du coup, ils se disent pourquoi pas. Et ensuite, quand on discute, elles comprennent un peu où je veux aller. Mais c'est sûr que c'est encore difficile de se faire comprendre parce que je pense que j'ai une approche qui est un peu différente parce que moi, je mets vraiment... C'est quoi la différence? Je mets vraiment l'accent sur l'entrepreneur et, comme je disais, l'humain avant tout. Il ne s'agit pas juste de construire une image de marque pour construire une image de marque. Ou bien l'entreprise de construire l'image de marque de l'entreprise. Exactement. Donc, en réalité, j'y vais vraiment d'abord avec la personne. Parce que si aujourd'hui, tu te lances en entreprise, il y a eu un déclic quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose dans ton histoire qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, en tant que personne, tu es prêt à te lancer. Et ces personnes-là, en général, ben, on va se retrouver des fois à parler de l'enfance. On va se retrouver des fois à parler de cette passion-là. Peut-être que c'était la grand-mère qui faisait telle chose et c'est resté en soi. On a appris, on a développé ce talent-là et aujourd'hui, on veut lancer l'entreprise. Donc, on y va beaucoup plus à aller ressortir, en fait, les dons, les talents, les capacités des gens pour ensuite pouvoir les permettre de retranscrire ça à travers leur entreprise. Donc, cette approche-là, elle est, comme je dis, c'est difficile à comprendre et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprendront pas. Ne comprendront pas. Tu sais pourquoi ce que tu dis me fait sourire? Parce qu'on a tellement envie, avec notre société, là, on a envie de suivre la mode. Ouais. Donc, finalement, c'est comme tu le dis, hein, je veux faire, par exemple, des ongles. Alors que moi, mes dons et mes talents m'emmènent à devenir graphiste, par exemple. Mais toi, tu veux absolument faire les ongles. Pourquoi? Parce que tu vas gagner de l'argent plus rapidement, une belle clientèle. Mais en vrai, tu vas t'épuiser à la langue parce que tu n'es pas dans ta voie. Effectivement. Et quand on fait l'accompagnement, en fait, moi, j'ai perdu beaucoup de clients comme ça. Parce qu'en commençant l'accompagnement, en fait, la personne se rend compte qu'elle n'a pas vraiment de motif de base. Alors que avant tout, là, la base de l'entreprise, c'est l'entrepreneur. Donc, si toi, aujourd'hui, tu veux faire les ongles, tu as décidé de lancer de ton entreprise pour faire les ongles, mais que tu n'as pas de mission claire et de vision claire, tu vas t'épuiser, tu vas pas comprendre, tu vas faire des TikTok, tu vas faire des vidéos. Et à un moment, tu vas juste caler, tu vas pas comprendre pourquoi. Tu vas copier ce que les autres font. Définitivement. Parce que parce que c'est pas en toi. C'est ça, quand t'es pas dans ta voie, t'as pas de créativité. T'arrives pas à avoir de créativité. Il va nous rester quelque chose comme 3 minutes. Le temps passe tellement vite. Oui, Est-ce qu'on pourrait parler de tes services? C'est quoi que tu offres concrètement comme service? Je sais qu'il y en a 3 ou 4. Oui, donc j'offre des services premièrement de consultation. Okay. Donc pour les personnes qui sont déjà établies, qui ont déjà des entreprises, j'offre des services de consultation pour aller creuser sur un problème que ces personnes-là peuvent rencontrer dans leur entreprise. J'offre également un programme qui s'appelle Brand on Purpose, qui va vraiment justement aller accompagner là ces personnes qui ont une idée d'entreprise qu'elles aimeraient lancer, mais elles ne savent pas comment s'y prendre. Donc on prend vraiment un 7 semaines complet et je les accompagne personnellement pour aller lancer leur entreprise. J'offre également des services de création artistique, donc pour les direction artistique, donc pour les personnes qui ont des projets vraiment vastes, hein. Je suis ouverte à toutes sortes de projets et qui ont besoin de cette petite touche de créativité-là. Je suis là également pour les servir. Alors, donc, tout ce qu'on a à faire, c'est aller sur ton site web, ceoonpurpose.com. Oui, .com. Et puis, on peut avoir accès à toi. Combien de temps tu prends pour nous répondre? Parce que souvent, vous êtes très occupés, les gens des médias et autres, là. Écoutez, je suis très rapide à répondre, très honnêtement, parce que j'ai des journées spécialement dédiées dans la semaine pour l'entreprise. Pour l'entreprise. Je suis disponible. OK, on va parler des défis. Il va nous rester 2 minutes maintenant, là. C'est sûr que tu rencontres des défis. On a dit déjà que tu perds des clients parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Oui. C'est pas quelque chose qui te décourage, hein?
Au début, si, parce que la loi du nombre, tu connais. Mais je pense que ce qui est vraiment important quand tu débutes en entreprise, c'est de rester justement fixé à ces valeurs-là. Et puisque j'ai identifié, moi, ma clientèle cible, je sais quel genre de personnes je vais être plus à même d'aider. Ça ne veut pas dire que je suis fermée aux autres, mais je sais un peu quel type de personne va accrocher avec mes services et ma manière de faire. Donc, je m'accroche vraiment à cela pour ne pas me décourager. Il y a également le fait que je suis jeune, comme tu l'as mentionné. C'est pas trouver facile. sa place parce que montrer que tu as je vais dire, tu en as dedans. Effectivement. Puis comme tu l'as mentionné, aujourd'hui, tout le monde est coach expert sur Instagram. C'est un peu compliqué, mais je pense encore une fois que c'est en restant authentique que tu peux te démarquer. Donc, j'essaie vraiment de rester concentrée là-dessus. Les prochaines étapes pour toi, ce seraient lesquelles? Écoute, ton grand rêve. Moi, un jour, j'aimerais que See You on Purpose, ça soit un lieu en vrai. J'aimerais que ce soit une académie. J'aimerais pouvoir accompagner les gens en personne. Ces personnes-là entrent et quand elles graduent, elles sortent avec une entreprise. Tes professeurs au Collège La Cité, je pense que tes étudiants ils seront heureux de savoir que c'est une mission pour toi là, et puis je sais que tu vas les accompagner dans ça. Merci. Bonne chance et puis j'espère te revoir ici pour nous annoncer que tu as enfin ta bâtisse. Je t'envoie de bonnes ondes. Merci. Alors pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'un accompagnement pour votre image de marque ou bien pour l'image de marque de votre entreprise, www.ceoonpurpose.com, c'est le site web à visiter pour parler avec l'entrepreneur Stéphanie Adou-Ada. Alors, moi, je vais vous inviter à rester connectés parce que juste après la pause, j'aurai des informations à vous partager concernant la 17e édition du Déjeuner des flocons de neige et aussi par rapport à qu'est-ce qui se passe au musée au Parc Vanier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Wow. Détail sur la cathédrale. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai mentionné avant la pause, j'aimerais vous lancer l'invitation encore une fois à nous rejoindre ce 2 décembre au Centre Pauline Charon pour la 17e édition du Déjeuner des flocons de neige. Alors, comme je l'ai mentionné en tout début d'émission, il y a 3 options qui s'offrent à vous. La première, c'est de faire un don à Partage Vanier. Donc, l'objectif de cette année, c'est de 45 000 $. Mais je sais que la communauté francophone est très généreuse parce qu'on a déjà dépassé ce genre de montant-là. Ça nous fait pas peur. Deuxième option pour vous, c'est de commander une boîte déjeuner, soit pour vous, soit pour la famille ou bien même pour votre équipe au travail. Et la troisième option, la meilleure des options, c'est de nous rejoindre au Centre Pauline Charon à partir de 7h du matin. Et nous, TV Rogers, nous serons en direct exclusivement à partir de 8h. On n'aura pas d'émission à 11h. On sera en direct du Centre Pauline Charon de 8h à 9h et nous serons accompagnés par Unique FM qui fait un beau partenariat encore une fois avec nous. Je serai accompagnée
accompagné par Sylvain Caron et notre cher Jean-Paul Moreau. C'est sûr que durant la semaine, je vais continuer de donner des informations. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Nous, on sera de retour demain à partir de 11h. Je suis habillée aujourd'hui par, encore une fois, Stéphanie Davis Design. Vous connaissez son site web www.sdavisdesign.ca. On se voit demain à 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de Mode Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. À la prochaine émission, je vous amène au cœur d'Ottawa pour découvrir le pavillon Egan de l'Université d'Ottawa, qui autrefois était l'école normale de l'université, où on a formé des milliers d'enseignants franco-ontariens. Et par la suite, on s'en va dans la base ville Est pour découvrir l'histoire et le patrimoine francophone. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.